Nouvelle vidéo, nouveau use case pour expliquer la vision de Code et Médias. Donc l'idée, c'est de vraiment vous donner des use cases, des cas pratiques qu'on a pu mettre en place chez Code et Médias. Donc comment on a productisé certains produits, comment on a productisé certains process pour la création de contenu. Et là, pour le coup, c'est plus la partie code que média. Gérée par ma femme. Donc c'est comment elle a fait 100K sur une target de 1 million avec un SaaS. Donc 100K, on est parti justement d'elle-même. On a productized yourself, comme dit Naval, on l'a productisé, elle, son savoir, son expérience, son parcours de vie. On en a fait un logiciel qu'on a vendu à des sociétés. Et en seulement 2 clients, on a fait 100K et ensuite elle a été enceinte, on attendait notre petite princesse et donc c'est un projet qu'on a mis en pause, mais c'est pour vous démontrer la puissance de l'automatisation. À l'époque, il n'y avait même pas encore l'IA, n'était pas encore avancé, l'automatisation, le no-code et comment on peut créer des outils justement pour répondre à certains besoins spécifiques sur des marchés. Donc c'est parti. Je vais partager mon écran. J'ai reçu justement des petits messages de félicitations pour les 5 ans chez Ariane Care et on va vous expliquer qu'est-ce que Ariane Care. Donc à la base de base, je reviens peut-être sur la vision Code et Médias qui est là. Et donc Code et Médias, c'est l'idée de mettre au service des entreprises un head of content, un réalisateur de vidéos, une personne qui va gérer tout ce qui est automatisation, donc un CTO, un peu un chef technique, un profil technique sur automatisation et IA, et un DA, un directeur artistique pour tout ce qui est graphique. Donc c'est d'avoir vraiment la combinaison des deux mondes, best of both worlds, sur comment on crée du logiciel, comment on crée quelque chose de réplicable qui va soit aller chercher du lead, soit répondre à une problématique précise, et comment on fait connaître tout ce process-là grâce au contenu vidéo, YouTube, podcast. Ou comment on va créer du contenu et comment grâce au logiciel on va créer encore plus de contenu. Donc voilà, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des entreprises, mais c'est toujours cette idée-là. Et nous on travaille avec 2 personas principaux, donc ça va être des personnes qui ont des agences B2B, comme Akimbo, qui fait aussi de la formation, ou ça va être des CEO ou des personal brands, comme des personnalités de YouTube, mais ça va également être des CEO de start-up qui ont leur entreprise et qui veulent justement être représentés et maximiser leur présence sur les réseaux, parce que comme je vous le rappelle et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la création de contenu, c'est aussi créer des assets financiers. Et donc, se sortir de l'entreprise, avoir un plan sur l'avenir, créer quelque chose qui peut se léguer à sa famille, etc. etc. Donc, je vous renvoie vers les anciennes vidéos pour vous en parler. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu faire, nous, chez Code et Médias? On a pu mettre en place cette stratégie pour cette start-up qui s'appelle Symbiosis. J'ai fait une vidéo dessus où j'explique comment on a généré 1,8 million de revenus en une campagne, en une vidéo, justement avec une vision itérative du contenu. Donc vraiment avoir cette vision growth de comment on teste un premier message, un deuxième message, un troisième message, comment on récupère la data et comment on se sert de cette data pour répondre à une problématique et être le plus précis possible pour justement que ça fasse mouche et qu'on puisse vendre le produit. Donc on l'a fait également avec une startup qui s'appelle OnePark, juste là, avec Neodeal, qui est notre client historique, un des premiers à nous avoir fait confiance. On a fait une campagne de 3 vidéos, on est allé chercher le partenariat avec Madines et on a été ranké dans le top 10 des contenus les plus vus de Madines, qui a multiplié par 2 le chiffre d'affaires mensuel, le MRR de Lucatis et de Neodeal. Aujourd'hui, ils développent Léo, une IA qui fait de la prospection sur LinkedIn en automatisé. Et pareil, j'en reparlerai dans une autre vidéo, on a fait une campagne où on a grâce à des agents IA, on a personnifié le CEO et on en a fait un agent IA qui peut créer du contenu lui-même sans que Lucas ait à faire du contenu, et donc pouvoir se démultiplier, que ce soit sur les plateformes, que ce soit sur les langues différentes, etc.
On l'a fait aussi avec un client qui est Toshiba, qui développait une succursale qui s'appelle Vialog. Et donc, le but, c'est qu'on a pris un profil LinkedIn, on a créé du contenu sur YouTube et de manière itérative, toujours, on est allé tester plusieurs messages pour récupérer 500 contacts sur LinkedIn, avoir une base de données de 21 personnes, 8 prospects chauds, qualifiés. Et donc, tout ça, on part toujours de la vidéo et comment on arrive à remplir les objectifs business. C'est vraiment uniquement dans une idée de remplir des objectifs business. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, on revient au 100K généré par ma femme. Donc, c'est il y a 2 ans maintenant. On a utilisé l'approche Oswalder. Donc, c'est un livre que je vous conseille qui est incroyable. Proposition de value, design. Et en fait, il parle justement de comment on fait pour partir d'une hypothèse, la tester sur le marché, faire des interviews clients, avoir de la data, retester, avoir de la data. Et une fois qu'on a fait tout ce processus, on peut lancer un premier produit, un premier MVP, un minimum viable product. Et c'est ce qu'on a fait avec juste un MVP. Je vais vous expliquer justement par la suite comment on a pu générer 100K. Donc, comme je le disais, on était sur Productize Yourself. Donc, c'est l'idée de Naval qui dit que, en gros, aujourd'hui, vous pouvez prendre votre personne, trouver les traits un peu qui en ressortent et en faire un produit, quelque chose qui, une fois produit, fait des rendements d'échelle et donc ne nécessite pas une énergie supplémentaire. Un logiciel, c'est ça la puissance d'un SaaS, c'est que vous le produisez une fois et il rapporte de l'argent de manière multiple. Après, vous n'avez pas besoin de reproduire. Après, on a besoin, bien sûr, de retoucher. Il y a du SAV, il y a de la vente, etc. On améliore le produit. Mais l'idée d'un produit, c'est quelque chose qui sort une fois et qui rapporte de l'argent à l'infini, entre guillemets, bien sûr. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez un levier qui vous permet de générer de l'argent et surtout avec les stratégies SaaS. Alors, j'ai fait toute une formation gratuite sur la partie vente sur ma chaîne YouTube. Je vous explique justement comment on peut prédire le revenu, faire du predictable revenu et calculer combien on peut générer par mois grâce à ces stratégies startup. Donc, pour la petite histoire, donc comme je l'ai écrit là, on a testé une hypothèse. Et on l'a validé à 100K. Parce que le but, c'était pour qu'on sache qu'il y ait un marché, qu'il y ait un business intéressant, il faut qu'on fasse 100K. C'était ça notre objectif. Et pour la petite histoire, on a rencontré... alors, on va... je vais flouter le nom, mais on a rencontré une première associée qui était une entrepreneuse qui était sur ce secteur-là depuis 2008. Et en fait, cette personne avait réussi à externaliser la partie sociale dans les entreprises. Donc, souvent, à partir d'un certain nombre d'employés, vous avez l'obligation légale. Donc, c'est une obligation légale et donc, on va revenir dessus, mais quand vous avez obligation légale, vous avez potentiellement une opportunité de dingue parce que les entreprises sont obligées d'aller dans votre sens. Et donc, il y avait une obligation légale qui, à partir d'un certain nombre de salariés, vous êtes obligé de mettre une assistante sociale en place dans votre entreprise. Et elle, c'est ce qu'elle faisait, elle externalisait justement cette expertise d'assistante sociale, diplômée d'État, au grand groupe, et elle générait 700 à 800K par an. Donc incroyable, sur une niche comme ça, générer 700 à 800K par an. Et en nous associant avec elle, l'idée c'était d'atteindre la target d'1,5 million de CA. Mais vu qu'on ne se connaissait pas vraiment, qu'on était vraiment en phase de test, on s'est dit ok, on valide le marché à 100K. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a eu cette démarche un peu de créer ce qu'on appelle un vertical SaaS. Donc il y a une vague un peu, il y a un VC qui a fait une vidéo dessus où il explique que historiquement, les investisseurs dans les startups n'aiment pas les SaaS verticaux, ils préfèrent les SaaS
qui vont prendre tout un marché et qui vont traiter plusieurs sujets, donc plutôt horizontaux. Alors qu'un SaaS vertical, il traite vraiment une niche, un sujet. Et donc, comme vous pouvez le voir là, ça va être un logiciel, un SaaS qui parle que de booking. Vous avez des applications comme ça pour les bookings, pour votre coiffeur, un CRM, un Calendly par exemple, scheduling, un Calendly, quelque chose qui va parler que des paiements, qui va s'adresser que sur ce sujet-là. Aux consommateurs, banking, payroll, etc. Donc vraiment, les verticales SaaS, c'était quelque chose qui n'était pas très populaire chez les VC, chez les investisseurs, et la tendance commence à changer. Et lui, il a senti, c'est un Français, c'est un VC français, il a senti le vent tourner et il s'est focus uniquement sur les SaaS verticaux. Et à partir de là, on s'est dit, ok, en fait, il y a quelque chose qui peut être hyper intéressant de développer des logiciels par niche. Sachant que nous, derrière, on a la puissance du média, la possibilité de créer du contenu, de faire de la viralité, de rendre un sujet sexy, du coup. Et c'est ce qu'on a fait sur ça. Je vais y revenir après. L'objectif, c'était 10 clients 100K, en gros. Donc, on était parti, je vais vous partager un peu le playbook et on a utilisé une formule pour valider, pour créer une hypothèse déjà. Donc, ce document, je peux vous le partager, je vais le mettre à disponibilité pour ceux qui veulent. Envoyez-moi un message, vous laissez un commentaire et je vous l'enverrai avec votre mail sur YouTube parce qu'on ne peut pas envoyer de message. Et donc, l'idée, c'est choisir une industrie spécifique, idéale pour votre segment. Et donc, il faut que vous ayez une hypothèse de vous dire, OK, en fait, je vais sur un marché avec des entreprises qui ont plus de 10 salariés, qui ont plus de 20 salariés, qui font à peu près plus d'1 million de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des indicateurs financiers qui vont valider est-ce que votre persona y rentre ou pas dans la cible, quelle industrie on va attaquer, quelle tranche de revenus on va vouloir générer et quelle va être forcément la verticale pour un SaaS vertical. Et donc nous, c'était ça. Notre cible, c'était des boîtes à partir de 100 à 250, de 250 à 400. C'était vraiment des grosses boîtes. Ça, c'était la première hypothèse. Industrie, tertiaire, para, chimie, cosmétique, ferroviaire, vraiment des boîtes un peu vieillottes, on va dire sur des industries où il y a justement des cols bleus, parce que c'était ça, notre désir, c'est de se dire qui a besoin d'assistance sociale plus que jamais, en plus dans une ère post-Covid, ça va être des cols bleus. Et vous allez voir qu'on s'est trompé dessus, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Et donc, on s'est dit, OK, on va viser des manutentionnaires, etc. En France, indicateur financier 1 million de CA minimum. Et les personnes à qui on va parler, les décisionnaires dans ce processus pour signer les clients, ça va être les DRH, les responsables RH, les CE, les comités d'entreprise, la médecine du travail, les assistants du service social. Et pareil sur ça, on s'est un peu trompé et au final, spoiler alerte, mais les décisionnaires, ça va être DRH et CEO. Donc voilà, on a fait plusieurs business models. Donc dans une idée de stratégie d'Océan Bleu, on s'est dit ok, avec sachant qu'il n'y a qu'un seul, un ou deux acteurs qui externalisent le service social en entreprise, comment on va faire pour créer la nouveauté et arriver justement sur une stratégie d'Océan Bleu. Donc la stratégie d'Océan Bleu, c'est exclure, renforcer, atténuer. Donc nous, ce qu'on renforce, c'est externaliser l'assistante sociale. L'externalité est gage de neutralité et de confidentialité. Okay. De neutralité et de confidentialité envers tous les acteurs de l'entreprise. Co-création d'une action pluridisciplinaire. Donc ça, c'est le fait, justement, on renforce le fait qu'il y ait plusieurs acteurs du social qui travaillent ensemble sur une même application pour les salariés. Donc, pour vous préciser l'idée, c'est que nous, on s'adresse aux salariés qui ont des problématiques personnelles qui encombrent leur productivité au travail. Donc ça peut être alcool, ça peut être violence, ça peut être fin de mois difficile, ça peut être difficulté à éduquer un enfant, des choses, un bagage très lourd avec lequel vous vous déplacez au travail et qui ne vous permet pas d'être bon au travail, donc qui impacte
du coup la santé de l'entreprise et donc qui impacte les managers ou qui impacte les RH. Donc c'est un peu ça, nous, l'idée. Ce qu'on atténue, c'est la perte d'informations, l'inefficience face aux problèmes, la mobilisation d'organismes, parce que quand on s'est lancé, on voyait que prendre un rendez-vous avec une assistante sociale, c'était 4 mois, peut-être en mairie, des choses comme ça, c'était hyper compliqué. Et donc, on s'est dit, ok, assistante sociale. Nous, au préalable, il faut savoir qu'on avait créé, alors je vais en parler là, je crois, c'est ça. On avait créé, pendant le Covid, comment on appelle ça, une communauté de personnes du social. On avait à peu près pas mal de gens autour de tout ce qui est santé, tout ce qui est paramédical, donc assistante sociale, kiné, même conseil juridique, éducateur spécialisé et psychologue. Et donc, on faisait des lives comme ça régulièrement. Ça s'appelait le groupe parenthèse pour la parentalité, parce que le but, c'était de s'adresser aux parents. Et donc, on avait sous la main, nous, une vingtaine, une trentaine déjà de professionnels à qui on pouvait donner des missions et placer en entreprise. Donc l'application, elle venait vraiment répondre à quelque chose que nous, on avait sous la main et à un besoin existant sur le marché. Donc derrière vos écrans, des professionnels en exercice, vous permettant d'externaliser des problématiques, cristallisant des enjeux majeurs dans votre entreprise. C'était ça, la proposition de valeur. Et pour ça, on a mis en place un business model, donc par abonnement. Et donc l'idée, c'était pour les boîtes supérieures ou égales à 1000 salariés, parce que c'était par salarié par mois, c'était 1,50 €. C'est ce qu'on avait calculé. Donc une tarification annuelle de 18 € par salarié. Supérieur à 850 et inférieur à 1000, c'était 2 €. Après 4 €, 6 €, 8 €, 10 €. Voilà. Donc en fonction du nombre de salariés, c'était dégressif en gros. Et c'est ce qui nous a permis justement de faire, dès la première signature, un aussi gros volume de chiffre d'affaires. L'idée, j'en parle dans les autres vidéos qui parlent de vente, c'est comment on place des objectifs de vente quand on développe le logiciel. Parce que le logiciel nous a pris pas mal de temps. Donc ma femme, elle a commencé déjà avec Lionel, et puis ensuite ça a été Booba qui a développé l'appli. Donc ça nous a pris peut-être un peu plus d'1 an, là où on pensait avoir quelque chose de rapide, c'était du no-code, il n'y avait pas l'IA, mais aujourd'hui on sait que peut-être en 5 jours, on peut développer l'équivalent, voire moins, donc ça c'est incroyable, et pour nos clients, c'est ce qu'on est en train de faire justement, essayer de digitaliser des marchés qui sont un peu comme ça, poussiéreux, nous de les dépoussiérer en ramenant du logiciel. Donc l'objectif, voilà, c'était 100K d'ARR, donc de revenus récurrent annuel, et on s'est dit ok, 2 clients par mois. Donc pour faire 2 clients par mois, on fait un espèce d'entonnoir où il faut qu'à l'entrée de votre entonnoir, à l'envers, il faut qu'à l'entrée, pas à l'envers du coup, un vrai entonnoir, il faut qu'à l'entrée de votre entonnoir, vous ayez beaucoup de leads, et en fait à chaque étape, vous allez qualifier le lead pour qu'il en reste qui reste justement le Graal à la fin. Et donc ça, c'est une stratégie dont je parle dans d'autres vidéos, de comment en fait on fait pour découper son cycle de vente. Et donc nous, le but, c'était d'avoir 300 cibles dans le pipe. On savait qu'à peu près le taux de transformation, c'était 25%. À partir de ce taux de transformation, on allait obtenir 75 leads chauds. Ces 75 leads chauds, on savait qu'à peu près, c'est vraiment des hypothèses, 20% allaient nous ramener 54 leads qualifiés, et que là, c'était du 50-50 une fois arrivé à ce niveau-là. Et sur ces 27 prospects prêts à signer, on pouvait en signer 10. Donc c'était l'idée. On est toujours dans de l'hypothèse. Et donc notre funnel, c'était ça. C'était se dire, ok, on va créer du contenu sur les réseaux, sur LinkedIn principalement. Donc il me semble que ma femme, elle faisait un live tous les jeudis midi qui s'adressait au DRH, donc pour que le client comprenne sa problématique. Une fois qu'il a compris sa problématique, s'il a liké, s'il a participé, s'il a ne serait-ce que commenté, nous, on lui envoie un message, et là, il y a une prise de rendez-vous qui déclenche un premier rendez-vous, ce qu'on appelle un R1, un rendez-vous de qualif. Et pendant le rendez-vous de qualification, on fait ce qu'on appelle le BANT. Donc c'est un outil pour qualifier le lead. S'il passe la première étape, il va faire un deuxième rendez-vous où là, on va
tout faire pour avoir les décideurs, donc le CEO, la DRH à table, et de leur faire une première démo. Et si tout se passe bien, là, on arrive au closing. Donc c'est comme ça qu'on découpe un cycle de vente. Et on avait aussi la partie outbound que finalement on n'a même pas pu faire, qui était de scraper des bases de données. Donc le scrapping, c'est avec du code justement, en ayant des techniques, des hacks. Justement, on va aller hacker des bases de données. Donc là, c'était trouver les infos sur Société Info. Des infos de personnes qui ressemblent à notre cible, les mettre dans le CRM, donc un CRM, Airtable, Notion, ou je crois que nous c'était un HubSpot, et de les appeler tout simplement. Et donc il me semble que sur les 2 clients dont je vous parle à 100K, il y en a un qui vient du réseau directement, et l'autre qui a été appelé en outbound. Donc voilà, au final on a un peu les 2 stratégies qui ont été payantes. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, on fait la qualification, on veut savoir le budget, on veut savoir qui est-ce qui valide le deal, quel est le besoin en interne, est-ce qu'ils ont déjà eu des signes de burn-out, est-ce qu'il y a eu du stress, est-ce qu'il y a eu des RPS, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vont déclencher aussi peut-être des poursuites, des choses comme ça. Et en fait, à partir de là, vous êtes obligé de trouver des solutions, de trouver une assistante sociale, de trouver une juriste, etc. Et c'est là où nous, on peut se placer. Le mieux, c'est de se placer en amont, qu'ils sachent déjà qu'il y a une solution qui est là pour eux, mais ça, c'est très difficile. Et c'était quelque chose qui, avec le contenu, on voulait justement pallier à ce truc-là et être top of mind, comme on dit, d'être toujours en tête des décideurs. Donc voilà. Donc là, tout ça, c'était que de l'hypothèse. C'était vraiment vous montrer un peu toute la démarche qu'on a eue et le résultat qu'on a pu avoir. Je fais une pause. Et le résultat qu'on a pu avoir, alors c'est pas de la chance, mais c'était une résultante un peu structurelle, c'était qu'on était en post-Covid. Et en fait, post-Covid, on avait des salariés revenus au travail avec des traumas. On avait beaucoup plus un niveau, je crois, de violence conjugale qui avait explosé pendant le confinement. On avait un enchaînement de crises politiques, etc., qui justement ne permettaient pas de se projeter, qui rendaient la vie difficile aux salariés. Et donc, c'est devenu une priorité pour le gouvernement, justement, de s'occuper de la santé mentale. Et donc là, vous avez eu plein d'entreprises qui se sont lancées, alors que nous, on était déjà sur le marché, mais on développait notre app, et plein d'entreprises se sont lancées sur la santé mentale, mais du côté psy. Alors que nous, on était sur cet océan bleu, justement, du côté assistante sociale. On a quand même eu recours à des psys, parce qu'il fallait que notre offre soit complète, mais on avait l'angle assistante sociale en moins de 24 heures avec votre téléphone pour vos salariés. Et c'est l'entreprise qui payait, du coup, l'application pour les salariés. S'engager en faveur de la santé mentale, c'est investir dans une vie et un avenir meilleur pour tous. La santé mentale est un droit. Chacun de nous mérite de s'épanouir. Donc voilà, c'était le ministre de l'époque, je ne sais pas s'il est ministre encore, qui avait fait cette déclaration. Et donc, nous, on arrive et le marché, en fait, il y a une espèce de time to market qui était parfait. Et donc 74% des salariés déclarent avoir été absents psychologiquement au travail. 21% ont des préoccupations personnelles qui encombrent leur vie au travail. Et 28% ont de la fatigue personnelle qui ramène au travail. 76% en 2023, 44% de femmes et 33% des hommes ont déclaré avoir une mauvaise santé mentale pour des raisons d'abord liées à leur vie professionnelle puis financière. Et en fait, à partir de là, on s'est dit qu'il fallait que nous, nos professionnels qu'on mettait en relation avec ces salariés, il fallait qu'ils maîtrisent ces sujets de santé mentale, les sujets de finance. Et donc, on a commencé à créer du contenu interne avec un podcast, notamment pour un de nos clients, où on parlait de la gestion financière et des gestions professionnelles. Parce que nous, en fait, on faisait le tampon entre les salariés qui ont des problèmes et le corps dirigeant. Et c'est à partir de là où on s'est dit, ok, on tient quelque chose parce que
souvent le social, la difficulté qu'on avait lors des peu de calls, je vous ai dit on n'a pas fait beaucoup d'outbound, mais le peu de calls qu'on avait, c'était que honnêtement, les CEO ils s'en foutaient. Les CEO ils s'en foutaient des sujets de santé mentale, c'était pas à leur dos quoi. Et donc nous, on est arrivé et c'était compliqué à vendre une solution de la sorte. Alors que quand on a trouvé ce positionnement magnifique qui était le fait d'être un outil SIRH, et donc nous on est arrivé en disant on est l'allié qui chuchote, qui murmure à l'oreille du dirigeant ce qui se passe dans sa société. Et là tout de suite il se dit attends, ok, en fait je peux avoir quelqu'un qui va débunker des situations à ma place, qui va pas me rapporter parce il y a comment dire, juridiquement, il y a un secret professionnel, mais qui va en tout cas, grâce à des dashboards, m'orienter vers les bonnes décisions à prendre, moi en tant que dirigeant, moi en tant que CEO, moi en tant que manager, moi en tant que RH. Et c'est là où on a senti que le discours, il changeait, et le discours, en tout cas, il plaisait auprès de notre cible. Et donc, on s'est transformé, on s'est muté, on est passé d'un logiciel d'assistante sociale externalisée à outil SIRH innovant. Pour prendre soin de vos salariés, nous prenons d'abord soin de vous, manager, en apportant une approche humaine auprès de vos collaborateurs, en donnant des outils à vos RH managers sur des sujets précis, en ayant un focus basé sur la data due à notre plateforme. Donc nous, on collectait de la data sur ce qui se passait en entreprise, sur le nombre de dépressions, le nombre de burn-out, le nombre d'arrêts maladie, en quoi c'était lié, et tout ça, on leur apportait de manière mensuelle. Et en fait, c'était de la data de qualité, quoi. Ayant un focus basé sur la data due à notre plateforme, nous permettons de désamorcer des situations conflictuelles avec un baromètre social, un reporting, etc. Et cette technologie, on y a rajouté, parce que les gens ne viennent pas vraiment facilement vers vous, on y a rajouté un push-up où on envoyait des messages pour que les gens prennent rendez-vous avec nos assistantes sociales et nos psys. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de parenthèse, du coup je fais la parenthèse, où on avait assistante sociale, on avait des kinés, on avait des conseillers juridiques, on avait des éducateurs spécialisés. Et en fait, on s'est dit que c'était trop. Déjà en termes de finances, alors j'ai pas le tableau des projections financières, je vous l'avais sorti, mais pour qu'on calcule justement le coût que tout ça occurait. Mais donc c'était coûteux. Et c'était pas, ça répondait pas à un besoin terrain. Les gens avaient besoin plus d'une psy et d'une assistante sociale, même s'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'une assistante sociale, parce qu'une assistante sociale, elle va couvrir un plus large périmètre. Et donc, on avait cette volonté d'aller vers le salarié en lui envoyant des messages, en lui envoyant du contenu. Donc, je vous ai parlé du podcast tout à l'heure qui parlait de gestion financière, gestion des émotions. On a fait plein de sujets comme ça. Une newsletter. Et donc, avec l'application, ils recevaient du contenu et donc, ils étaient toujours rappelés qu'ils avaient une option, qu'ils avaient une personne, une épaule sur laquelle s'appuyer et sur qui compter, quoi. Donc voilà, donc plus qu'un logiciel SIRH, c'était une plateforme de santé. Et là, c'est notre avocate qui nous a permis justement de répondre à ces obligations légales dont je vous parlais, qui a pu sécuriser aussi les données, parce qu'au final, on s'est rendu compte, après 5 mois d'activité, qu'en fait, on avait des données de santé entre les mains et que c'était hyper touchy. Il fallait qu'on respecte justement le cadre légal. Pareil pour le dispositif de push-up, le fait d'envoyer des messages, etc. Il y avait tout un cadre à respecter. Et donc ça, c'est maître Karine Mazanda qui nous a aidés dessus. Donc voilà, on arrive à la fin. Et nos clients, au final, est-ce qu'on a validé ou pas l'hypothèse? Les clients qui sont restés de notre expérience et de nos premiers échanges, ça a été les boîtes de BTP. On s'est dit, ah ouais, à plus de 250 salariés, ça peut faire un chiffre d'affaires intéressant et il y a vraiment un besoin. Les groupements d'entreprises dans le ménage, alors c'est assez spécifique, je vais pas en parler là, mais les groupements de ménage, en fait, c'est des boîtes qui généralement essayent de créer des groupes pour ne pas dépasser
la partie légalité où ils doivent mettre en place une assistance sociale. Et donc en fait, on se retrouvait avec des boîtes qui avaient un minimum de salariés à chaque fois, mais qui étaient toutes interconnectées. Et donc nous, il fallait qu'on trouve à qui était l'interlocuteur, etc. Et on s'est dit, ah ouais, il y a un vrai besoin, parce que les femmes de ménage ou les hommes de ménage, c'était généralement des gens qui étaient immigrés, qui avaient des problématiques administratives, etc. On a même débunké un sujet chez un de nos clients, on a aidé à avoir les papiers français, etc. Donc voilà, plein de sujets très techniques, très compliqués, très touchy en fait, parce qu'en fait vous avez votre client, vous avez le salarié qui doit être heureux, et donc vous devez jouer un peu entre les deux. Et ma femme et son équipe, elles ont été très très fortes dessus. Et les centres de formation, on a trouvé dans les centres de formation, généralement dans les formations, ils sont incentivés au nombre de formés, et donc ils doivent garder comment dire, j'allais dire salariés, mais c'est pas des salariés, leurs formés. Et donc souvent il y a des problématiques personnelles, parce que les gens en reconversion pro, des fois ils viennent de milieux sociaux un peu plus bas, et ils ont du mal un peu à continuer la formation, parce qu'ils ont des problèmes personnels qui les déscolarisent. Donc voilà, donc c'est en arrivé finalement sur cette application, mieux piloter votre business grâce à la data, et à devenir un SIRH avec un business model par abonnement, donc par salarié par mois, et aussi à de la prise de rendez-vous, parce que des fois c'était trop coûteux pour une entreprise de 250 salariés de payer un abonnement, en sachant que ce n'est pas tout le monde qui va prendre un abonnement. Et donc on a mis en place le fait de prendre des packs de 20 rendez-vous, etc. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo de ce use case. Je vous mettrai la petite vidéo là qu'on a réalisée. On va pas l'entendre, mais c'est pas grave, on la mettra à la fin de la vidéo. Et l'idée, c'était de vous partager un use case et la vision code et médias, justement, de comment on fait pour rassembler tech et médias via de l'automatisation ou de l'IA pour subjuguer un peu vos projets et digitaliser des secteurs qui sont un peu à l'ancienne. Donc voilà, j'entends sonner, ce sont mes enfants qui rentrent de l'école. J'ai fini au bon moment, je suis très content, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ouais. Besoin d'écoute, de soutien dans vos démarches? Votre entreprise vous offre Ariane Care. Avec Ariane Care, fini les attentes interminables pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale ou un psychologue. Nous vous aidons pour traiter à distance tout type de problématiques: logement, accès aux droits, budget, famille, santé, fin de carrière. Une inscription en 30 secondes seulement. Une seule étape vous permet d'accéder à votre espace de prise de rendez-vous. Une fois connecté, il ne vous restera plus qu'à sélectionner le type d'assistance dont vous avez besoin. Un professionnel vous contactera pour vous accompagner dans la résolution de votre difficulté. Avec les professionnels d'Ariane Care, vous ne serez plus isolé face à vos préoccupations. Vous pourrez, en toute sérénité, vous concentrer sur votre activité professionnelle.